Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission. D'abord, on fait un petit tour du côté du programme et on va commencer avec notre focus. Elle est mathématicienne, spécialiste de l'espace et entrepreneur qu'on compare souvent à Elon Musk. Elle s'appelle Hélène Huby et c'est notre rôle modèle du jour. Et puis des rôles modèles, justement, on va continuer à en parler avec notre invité cette fois-ci. Et une question, que répondriez-vous si votre enfant vous demandait pourquoi les filles et les garçons n'ont pas toujours les mêmes opportunités ni les mêmes droits dans le monde? Comment parler aussi de sujets parfois délicats comme le consentement, le sexisme ordinaire ou encore les inégalités de genre avec des mots à la fois simples et percutants. On se penche aujourd'hui sur l'éducation inclusive et sur ces récits qui déconstruisent les stéréotypes pour offrir aux jeunes générations un avenir, on le souhaite, beaucoup plus égalitaire. Et on le fait avec notre invitée aujourd'hui, Céline Steyer. Bonjour. Bonjour Philippine. Je suis absolument ravie de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la créatrice du podcast Les Nouvelles Héroïnes. Vous allez nous parler aussi d'un livre que vous venez de lancer aux éditions Larousse Jeunesse. Tout ça, on en parle dans un instant, juste après le focus. On commence donc par vous présenter le profil exceptionnel d'une femme qui s'appelle Hélène Huby. Cette Française est à la tête de The Exploration Company, une entreprise qui vise à devenir d'ici 2027 le premier service européen de fret spatial. Jean Martineau nous en dit plus sur ce portrait dans notre focus du jour. Bonjour, je m'appelle Hélène Huby, je suis cofondatrice et CEO de The Exploration Company. C'est un projet qui fait rêver petits et grands. Elle l'a fait. Très scolaire, sa réussite n'est pas réellement une surprise. Diplômée d'un master à Sciences Po, puis sortie administratrice civile de l'ENA, Hélène Huby ne brûle pas les étapes et gagne en expérience. Premièrement, dans le monde de la presse, puis en 2013, elle intègre un peu par hasard le monde spatial, où elle grandit et se passionne pour qu'enfin en 2021, elle se lance et crée son entreprise, The Exploration Company. The Exploration Company a pour mission de démocratiser l'accès à l'exploration spatiale. Et pour ce faire, nous fabriquons des vaisseaux spatiaux qui sont comme des voitures. Ils sont multimissions, ils peuvent transporter du cargo, des hommes. Ils sont réutilisables et on peut faire le plein sur ces vaisseaux et on fait le plein avec de l'essence qui est produite à partir de ressources spatiales. L'entreprise The Exploration Company est déjà une réussite. Hélène et ses associés ont déjà levé plus de 45 millions d'euros pour réaliser leur projet. Un record pour une start-up dans le domaine spatial, mais cela n'est pas dû au hasard. Hélène a su s'entourer des meilleurs et ses convictions ont séduit. Aujourd'hui, on est on track. On vole avec des clients, on vole avec 300 kg de clients. On a parmi nos clients l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale allemande. On a, je disais, des gens du luxe. On a aussi Airbus qui va voler avec nous, qui va démontrer une technologie on-board de notre véhicule. Et quand on a franchi cette étape de 24, en gros, on a volé 3 heures, on est réentré, on a ouvert le parachute, on a repris la capsule avec un bateau, rendu aux clients les payloads qu'ils avaient emmenés chez nous. Et après, on est prêt, quoi. Malgré l'énergie demandée, Hélène Huby montre son envie de rendre service et une volonté de contribuer à la paix. Son projet de fret spatial devrait arriver d'ici 2027. Mon fils, il me dit, moi j'aurai le choix quand j'aurai décidé d'aller sur Mars, etc. Et je pense que effectivement, nos enfants, donc les miens ont entre 8 et 14 ans à peu près, et je pense que ce sera une génération qui aura le choix d'être parmi les pionniers. Et ça veut dire que ce sera aussi un acte de courage d'aller développer cette humanité ailleurs. Mais oui, je pense que ça va arriver très vite en fait. C'est pas dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est en ce moment que c'est en train de se passer en fait. 2023 avait été une année fructifiante pour la Française qui avait récolté les prix de l'entrepreneur de l'année du cabinet EY, celui de visionnaire des trophées de l'impact de l'opinion et avait été nommé chevalier de l'ordre du mérite. Difficile de mettre la barre plus haut, mais son enthousiasme et sa persévérance pourraient bien l'emmener bien plus loin que les étoiles. Merci beaucoup Hélène Huby. Merci à vous. Voilà pour ce portrait particulièrement inspirant. Alors, d'un rôle modèle à un autre, est-ce que Céline, vous connaissiez le portrait d'Hélène Huby, ce qu'elle faisait peut-être? Alors, pas spécialement, de nom, mais ça m'a fait penser à cette histoire d'une jeune fille en 1996, c'était en août 1996, qui regarde à la télévision la première astronaute française, qui était Claudie Aigneret, qui va dans l'espace, qui était donc à bord de la station Mir. Et cette petite fille, elle se dit « Waouh, mais si elle peut aller dans les étoiles, moi aussi ». Et c'est Sophie Adno, qui avait 14 ans et qui est aujourd'hui notre deuxième astronaute française, et que du coup, je raconte
dans le podcast Nouvelles Héroïnes et dans le livre du même nom. La transition est toute trouvée. Merci beaucoup. Justement, imaginez, mesdames et messieurs, un monde où chaque enfant grandit en croyant, justement, comme Sophie Adno, qu'on peut tout accomplir sans être limité par son genre ou par les attentes de la société, où on en rêve tous, effectivement, et pourtant les stéréotypes restent bien ancrés, et des sujets comme les violences sexuelles, le cycle menstruel ou les inégalités de genre sont parfois encore beaucoup trop tabous. Alors comment éduquer, inspirer et surtout sensibiliser pour briser ces barrières, et ce, dès le plus jeune âge? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui pour en parler, justement, la transition est une nouvelle fois toute trouvée. Céline Steyer, vous êtes donc la fondatrice, la créatrice de ce podcast Nouvelles Héroïnes dont on va parler dans un instant. On va parler aussi de votre livre. Vous êtes venue avec en plateau aujourd'hui. D'abord, je voudrais parler de vous parce que quelque part, pour des jeunes filles, des jeunes garçons qui nous regardent, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être aussi, à vous aussi, une rôle modèle. On va en parler parce que vous êtes née avec une agénésie de la main, une particularité qui a certainement impacté quelque part votre parcours de vie. Vous avez été marqué, vous le racontez dans de nombreuses interviews, par des violences verbales, des moqueries, des rejets durant votre jeunesse. J'imagine que ça, forcément, ce sont des expériences qui ont évidemment influencé votre vision du respect, des différences, de l'autre, quelque part. Et ça va faire le lien avec ce dont on va parler tout à l'heure. Exactement. Racontez-nous. Alors oui, je suis née avec une agénésie de la main gauche, donc c'est-à-dire que j'ai un membre, ma main, qui n'a pas grandi dans le ventre de ma maman. Donc il y a à peu près 1000 cas par an. D'accord. Et donc j'étais l'aînée dans cette famille et je suis née dans le début des années 80. Donc à l'échographie, mes parents n'avaient pas vu, enfin il n'y avait pas d'échographie d'ailleurs. D'accord. Donc en fait, ça a été la surprise à la naissance quand ils ont découvert que ma main n'avait pas grandi et qu'elle était mal formée. Donc la première réflexion et interrogation, c'est est-ce que ma fille, notre fille, va pouvoir grandir normalement comme les autres enfants. Oui. Donc ils ont fait faire des tests et oui. Et donc ils m'ont fait complètement confiance. Je n'ai jamais eu des mots « fais attention à cause de ta main »,« tu ne peux pas faire ci à cause de ta main ». J'ai grandi tout à fait normalement, sans qu'ils mettent le mot même « différence »,« handicap » sur cette main. Et c'est en fait le regard des autres et le rejet des autres, qui à 5 ans, on m'a traité de sorcière. Plus tard, à l'âge adulte, on m'a traité de Captain Crochet, de Freddy, les griffes de la nuit, d'Édouard Romain d'Argent. Donc en fait, ça a été plutôt le regard des autres et la peur aussi des autres de cette gêne aussi qu'ils peuvent avoir. Donc tout naturellement, quand je suis devenue maman, je me suis posé énormément de questions. Comment ma fille allait voir cette main. Et pendant le confinement, ma fille avait donc 1 an. On se posait des questions sur le monde de demain. Comment est-ce que je vais lui donner confiance? Comment je vais l'aider à grandir, à croire en elle, à croire en ses rêves? C'est pas évident, c'est des questions importantes. C'est des questions très importantes. Et pendant le Covid, on était un petit peu perdus. J'avais pas de littérature jeunesse dans ma bibliothèque. Elle avait 1 an. J'avais aucune envie de lui lire trop tôt Petit ours brun. Et je me suis emparée du livre Les culottés de Pénélope Bagieux dans ma bibliothèque. Donc c'est une BD d'histoires de femmes qui font un peu ce qu'elles veulent, mais ce sont des femmes qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui ne sont pas contemporaines. D'accord. Et je m'empare d'une histoire, celle de Clémentine Delay, qui est une femme à barbe. Je me dis, mais tiens, c'est étonnant, une femme à barbe, je ne savais pas que ça existait, donc peut-être qu'il y a ce côté invisibilisation des différences. Et quand je raconte cette histoire à Madeleine, à ma fille, eh ben, elle est complètement subjuguée, elle rigole. Je ferme le livre et je me dis, si Pénélope Bagieux a pu raconter ces histoires, moi aussi, je peux le faire. Donc, j'ai eu en fait cet effet, ce qu'on appelle l'effet miroir. Si une autre femme le fait, moi aussi je peux le faire. Et à partir de là, est né le podcast Nouvelles Héroïnes, parce que j'avais envie de raconter ces histoires de femmes d'aujourd'hui qui surmontaient des obstacles, souvent qui faisaient fi des injonctions sociétales, qui avaient aussi peut-être une différence comme moi. Je pense que ça renvoyait à ma propre histoire. Et j'avais envie de raconter toutes ces histoires
histoires de femmes et ainsi est né le podcast Nouvelles Héroïnes. Bravo, en tout cas, pour ce projet. Aujourd'hui, dans ce podcast, il y a combien de femmes que vous mettez en avant, que vous présentez justement? Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 90 femmes qui ont été racontées. D'accord. Avec une pluralité de profils. Donc on peut avoir des chanteuses, on peut avoir des scientifiques. Il y a vraiment de tous les âges. Donc j'ai raconté récemment l'histoire de Maude Pruvot, qui est une jeune femme de 15 ans qui a été amputée d'une jambe à la naissance. Et c'est en voyant une autre femme, para-athlète Tiffaine Soldé, avec sa prothèse. Et quand elle l'a vue, elle a dit « Waouh, elle est super belle, je veux être comme elle, elle a confiance en elle ». Et en fait, toutes ces histoires me disent je suis convaincue de la puissance de ces récits, de ces nouveaux récits, pour inspirer, pour donner confiance, pour aider nos filles à croire en elles, à croire en leurs rêves, parce qu'en fait, les rêves de nos filles sont beaucoup plus forts que tous les stéréotypes. Bien sûr. Et ainsi, en montrant ces histoires de scientifiques, de femmes qui vont dans l'espace, comme Sophie Adno, de footballeuses, de sportives de haut niveau, on montre aussi aux garçons, waouh, ces femmes peuvent tout faire. Et donc, ils deviennent ainsi leur meilleur soutien pour demain. C'est une question aussi, au-delà de cet aspect rôle modèle qui est clé, qui est d'ailleurs au cœur de à la fois votre podcast et votre livre, on va en parler dans un instant, un sujet d'un respect de la différence, respect de l'autre aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes dans cette émission qui s'appelle l'École du futur, à l'école, quelque part dans notre système éducatif, ce respect de la tolérance, de la différence est assez mis en avant? Est-ce que c'est une question sociétale, culturelle, quelque part? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que plus jamais ce que vous avez vécu ne soit à nouveau vécu par une autre petite fille? Alors c'est une très bonne question parce que les premiers regards que j'ai eus d'autres enfants étaient en crèche. Quand ma fille avait 3 ans, dernière année de crèche, quand je venais la chercher, il y a des enfants qui arrivaient et qui disaient à Madeleine « Pourquoi ta maman n'a pas de main ? Pourquoi ta mère cache sa main ?» Enfin, je ne la cachais pas, mais pourquoi elle n'a pas de main, etc. Et donc, moi, j'avais expliqué au préalable à Madeleine, voilà, ta maman, elle a une main qui est différente de l'autre, mais c'est une main magique. D'ailleurs, elle appelle la main magique. Il y a 2 enfants qui vont dire que c'est la main crabe. Mais en fait, je dis, tu vois, elle fait tout comme l'autre main. Elle t'a porté, elle t'a allaité, elle fait tout comme l'autre main. Et donc, Madeleine répondait à ses camarades, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ma mère, elle a une main et puis elle est magique. Donc, à partir du moment qu'on explique pourquoi il y a ces différences, pourquoi et tout ce qu'on peut faire avec aux enfants, c'est vraiment la question du pourquoi. Ils sont dans une curiosité, ils ont besoin de réponses. Et quand je suis arrivée à l'école et que j'ai proposé aux enseignants, j'aimerais bien que vous expliquiez mon histoire aux enfants, il y a eu quelques réticences. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut ouvrir ces débats dans les classes. Il faut raconter ces autres histoires, ces autres récits, et de montrer que toutes les différences font, en quelque sorte, sont nos forces et qu'on peut tout faire, en fait. Des sortes de super-pouvoirs, quelque part. Il y a un super-pouvoir. Peut-être, j'aime pas trop l'expression, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de vivre notre vie, de réaliser nos rêves. Et toutes ces histoires que je raconte sur le podcast et dans le livre Nouvelles Héroïnes le prouvent. Alors justement, ce livre, vous êtes venu avec en plateau, Exactement. Vous pouvez nous le montrer, il est magnifique. Regardez, Nouvelles Héroïnes, les 20 femmes d'aujourd'hui, et toi, publié chez Larousse Jeunesse. Quels sont là aussi les messages clés quelque part que vous souhaitez transmettre à travers ce livre? Vous abordez d'ailleurs dans ce livre et dans votre podcast des sujets difficiles, parfois abordés avec les enfants, comme le consentement, les violences sexuelles, le cycle menstruel. C'est crucial de parler aux enfants de ces sujets et ceux des plus jeunes âges. C'est ce que vous faites aussi avec ce livre. C'était des messages que vous souhaitez porter? Oui, je parle de harcèlement scolaire, je parle effectivement de cette notion de consentement avec des mots, comme vous disiez en introduction, des mots simples par l'histoire. Parce que, et par le vécu. Donc en fait, c'est intéressant ça, pardon, je vous coupe, mais pourquoi le fait de raconter des histoires est le vecteur, le moyen que vous avez choisi auprès de ces jeunes? Est-ce que c'est parce qu'on se souvient plus d'histoires que de faits? Parce qu'il y a une sorte d'ancrage dans la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi sans modèle qui me ressemblait. Et en fait, plus on va raconter ces histoires de filles, d'enfants, à qui on va pouvoir s'identifier,
plus ça va nous inspirer dans notre vécu à nous. Ça va nous donner en tant qu'enfant, ça va nous donner de la force pour croire en nous, et aussi pour les parents. Parce que pour les parents, c'est autant d'histoires qui sont beaucoup plus faciles à raconter. Ce n'est pas tabou, c'est plus simple que de raconter, de prendre un dictionnaire. Voilà, c'est dans cette histoire-là qu'on raconte comment Louane elle est sortie de cette situation d'harcèlement à l'école, comment on parle de la notion de consentement, comment on parle des différences. Et au-delà de ce récit, pour chaque nouvelle histoire, on apporte aussi des bribes de réflexion. C'est comme un journal intime. C'est-à-dire que l'enfant, la jeune fille, les garçons, parce que les garçons aussi lisent beaucoup et écoutent Nouvelles Héroïnes, et c'est un super message d'espoir, bien sûr. Ils vont pouvoir écrire une lettre à leur futur dans 20 ans. Ils vont pouvoir découvrir leurs talents, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a plu en lisant cette histoire, qu'est-ce que tu as aimé. Et donc, ça devient, en fait, ce livre est vraiment comme un journal intime où on crée une proximité avec des rôles modèles qui, enfants, nous, étaient complètement inaccessibles parce qu'ils étaient dans une fiction. Rôle modèle, en tout cas, qu'on va continuer à découvrir avec vous dans un instant. Céline, si vous le voulez bien, d'abord, on fait juste un tout petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est le Zap et c'est l'œil, surtout, de Jean Martineau. Cigarette butts are still the most littered objects in the world. 75% of them end up lost in nature, where their microplastics get into the ecosystem. This robotic solution targets butts specifically. It uses AI vision to find its prey, and then vacuums them up.
Et voilà, c'est la fin du Zap et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Céline Steyer, du podcast et du livre Nouvelles Héroïnes. Céline, on continue nos échanges. D'abord, on lance la deuxième partie du talk. Avec vous, Céline, justement, juste avant le Zap, on parlait de l'importance de ces rôles modèles, d'avoir quelqu'un en fait à qui s'identifier quand on est jeune, notamment pour croire en ses rêves, pour oser. Et Dieu sait que c'est important et Dieu sait qu'on en parle aussi régulièrement au sein de cette émission avec tous les invités qu'on peut recevoir, quel que soit leur secteur d'activité, leur âge et leur parcours aussi. C'est important, justement, les parcours. Vous les mettez en avant à travers votre livre et votre podcast. Vous faites plein de choses pour ces jeunes filles, justement, pour ces jeunes garçons aussi, on en a parlé. Est-ce qu'avec toutes ces choses, tous ces projets que vous lancez, vous avez constaté des changements concrets, justement, dans la perception des stéréotypes de genre, notamment dans les sciences, par exemple, ou dans la technologie? Parce que c'est un domaine où encore, et on en parle là aussi très régulièrement dans l'émission, il y a encore beaucoup à faire sur les enjeux d'égalité des genres et des sexes dans ces secteurs-là. Je sais aussi que c'est un secteur qui vous touche particulièrement, sur lequel vous prenez d'ailleurs régulièrement la parole, et notamment dans votre livre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous voyez un changement? Alors aujourd'hui, on sait que les jeunes filles, dès le CP, dès l'âge de 6-7 ans, elles se sentent déjà plus à la hauteur dans les sciences. Il y a d'ailleurs une étude qui montre, vous prenez un panel de filles et de garçons et vous leur montrez un exercice où il faut répliquer une figure. Vous dites aux deux panels, c'est un exercice de géométrie. Les jeunes filles vont moins bien réussir que les garçons. Et vous dites aux jeunes filles et aux garçons, c'est un exercice de dessin. Les filles vont mieux réussir que les garçons. Et si on reprend le même parallèle avec un exercice de lecture, vous dites un exercice de lecture aux garçons et aux filles, les filles vont mieux réussir, et vous dites que c'est un jeu et les filles vont moins bien réussir. C'est incroyable. Donc en fait, on est vraiment dans cette dévalorisation et surtout ces croyances limitantes, mais qui sont dues aujourd'hui. Moi, je dirais qu'il y a un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a l'environnement familial qui joue beaucoup, les mots qu'on va mettre, nous, en tant que parents, quand nos enfants, tu n'as pas par exemple la bosse des maths, ou non, elle n'est pas très bonne en calcul, elle ne sait pas compter, t'es nulle en maths. La société qui va renvoyer, on sort dans la rue, on voit la publicité d'une vente d'un dentifrice, c'est un homme en blouse blanche qui vend le dentifrice. Donc l'image qu'on renvoie à la jeune fille, le scientifique est forcément un homme. Bien sûr. Et bien sûr, il y a à l'école, c'est souvent des figures scientifiques d'hommes qui sont racontées. On parle très peu de l'effet Mathilda et de toutes ces femmes qui ont été invisibilisées dans leur carrière, où les hommes se sont souvent appropriés ces révolutions scientifiques. Donc il y a beaucoup à faire et dans le podcast, il y a plusieurs profils scientifiques. Il ne faut pas forcément tomber toujours dans des profils d'excellence. Les sciences se jouent à tous les niveaux. Il y a des ingénieurs, il y a des chercheuses, il y a des mathématiciennes. Enfin, vraiment, les sciences sont très diverses. On peut faire n'importe quel métier. Et donc, j'ai raconté Jane Goodall, qui est une primatologue qu'on a tous suivie quand on était enfant, qui allait vivre dans la jungle avec des chimpanzés. Sophie Annou, on en a parlé, qui est astronaute, mais aussi des médecins anesthésistes comme Hélène Drouin qui a gravi l'Everest. Et récemment, j'ai co-créé avec la Fondation L'Oréal et le département Sciences une série qui est intitulée « La science a besoin des femmes » parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de 50% de la population dans la science. On a besoin de faire tester nos médicaments par des femmes. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle ne peut pas être pilotée que par des hommes. Tout à fait. Donc, on avait vraiment cœur à montrer aux jeunes filles qui écoutent les auditrices du podcast qui aujourd'hui ont entre 8 et 14 ans, qui sont dans cette période un petit peu charnière où elles se cherchent dans les sciences, de montrer des profils de femmes, Geneviève Almonzny qui a eu le prix UNESCO pour les femmes et la science l'année dernière, qui a récompensé l'ensemble de sa carrière, qui est une pionnière dans les recherches contre le cancer. Une autre femme, Marie Chéras, qui, elle, a eu le prix Jeune Talent en 2022. Et aussi des lycéennes qui ne s'étaient pas forcément rendues compte
que la science, c'était pour elle, parce que quand elle rentrait à la maison, qu'elle disait j'ai 16/20, oh, c'est pas assez. Et on est allé leur dire, la science, si, regardez, ça peut vous révéler, vous pouvez trouver ce que vous avez envie de faire plus tard grâce à la science, parce que on a le monde, et toute l'actualité ces derniers temps nous l'a prouvé, a besoin des sciences. La science a besoin des femmes, et le monde a besoin de la science. C'est ça, et inversement, je suis bien d'accord, en tout cas, effectivement. Alors c'est vrai, pour amplifier ces messages, et Dieu sait qu'ils sont importants, vous êtes suivi par plus de 25 000 abonnés, je crois, peut-être que ça a encore évolué, c'est ça, sur les réseaux sociaux. Vos publications ont généré plus de 5 millions de vues aussi. Comment vous utilisez justement ces plateformes pour amplifier ce message d'égalité, de fait de croire en soi, croire en les autres, le respect des différences, de tolérance? C'est essentiel pour vous aujourd'hui, ces plateformes-là? Alors oui, il y a deux réseaux. Il y a la communauté que je suis en train de construire avec les auditrices du podcast qui m'écrivent toutes les semaines. Elles attendent l'histoire du mercredi matin et elles me disent super inspirant, j'ai envie de devenir une nouvelle héroïne. Donc aujourd'hui, il y a même ces filles qui disent je veux aussi être une nouvelle héroïne, je veux être comme elle. Donc ça veut dire que l'effet miroir a fonctionné. Donc ça, c'est à destination des auditrices. Et après, sur LinkedIn, alors c'est plutôt sur les réseaux sociaux où je m'adresse aux parents, où je raconte ces histoires et pourquoi il est important de raconter ces histoires. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à fédérer, toujours avec cette écriture du récit de l'enfance et donner toujours ces réflexions et ces outils. J'ai presque envie de dire que Nouvelles Héroïnes est aujourd'hui une boîte à outils pour les parents qui sont soucieux de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Bien sûr, justement, on pourrait se poser la question, et j'en ai encore plein, des questions à vous poser, ça pourrait durer des heures. Quelles clés on peut donner aux parents, quelque part, pour parler justement de différence, de tolérance? Quelque part, ces clés, elles sont dans votre livre et dans votre podcast, donc je les invite à regarder et à écouter tout ça. Malgré tout, si aujourd'hui, vous deviez mettre le doigt sur le plus grand obstacle à l'inclusion, au respect des différences dans notre société, qu'est-ce que vous diriez? Si vous aviez, je ne sais pas, alors j'allais dire si vous étiez présidente de la République, je ne sais pas si ça joue à cet endroit-là, mais en tout cas, si vous pouviez changer une chose pour faire en sorte qu'on s'accepte un peu plus nous-mêmes et les autres, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que vraiment le message, c'est ne pas écouter justement les avis des autres, croire en soi en se mettant en brisant soi-même ses croyances limitantes, de ne pas se mettre de barrières. Il y a suffisamment de barrières déjà dans la société et c'est vraiment un message de confiance. On peut tout faire. Et c'est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Il y a le rôle des parents, de l'école et de la société, de nos politiques, et l'image qu'on donne à nos enfants aujourd'hui. L'égalité, toutes les semaines, je vois un média ou une affiche où il y a 90% d'hommes qui sont présents. Et en fait, on ne montre pas forcément, on éduque nos garçons à s'imposer, on éduque nos filles à s'adapter, et pas l'inverse. Responsabilité collective, donc. Exactement. Si vous aviez à définir ce qu'est une héroïne moderne, comment vous la définiriez? Et surtout, vous parlez d'héroïne dans vos différents supports. C'est qui la femme qui vous inspire, vous, Céline, aujourd'hui? La femme qui m'inspire beaucoup, elle est plurielle, parce qu'en fait, à force de raconter ces histoires, je me suis attachée à toutes ces héroïnes. Et moi, j'ai grandi avec quand même le rôle modèle de mes grands-mères. Qui ont vécu la guerre, qui ont deux profils complètement différents. Et j'ai vraiment grandi avec ces modèles-là. L'héroïne, aujourd'hui, c'est celle qui accepte qui elle est, qui veut pas être une autre, en tout cas, qui accepte son histoire et qui trace sa route. Elle peut faire des erreurs, elle en fera et c'est super qu'elle en fasse parce qu'au moins elle va apprendre. Donc c'est vraiment pour moi, c'est l'héroïne et qui n'attend pas que les autres tracent la route pour elle. Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites. Ça s'appelle Nouvelles Héroïnes. C'est à la fois un podcast et un livre, donc je vous invite à découvrir, à lire et à écouter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui sur le plateau de l'École du Futur. Céline, merci aussi à vous de nous avoir servi suivi. Merci à vous, à la régie, d'avoir été derrière moi et dans mon oreillette, notamment à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission. Nous, on se retrouve comme tous les jours dès demain, dès 12h30 sur Scoop TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.